Malgré son apparence démodée et sa vitesse modeste, cet avion s'est taillé une place dans l'histoire de l'aviation en jouant un rôle crucial lors de batailles décisives comme celle de Midway, où il a coulé 4 porte-avions japonais et changé le cours de la guerre dans le Pacifique. Le Douglas SBD Dauntless fut le principal bombardier en piqué de la marine et du corps des Marines des États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Sa structure comprenait des freins de piqué perforés, ce qui lui permettait de descendre presque à la verticale sans perdre de stabilité, un avantage clé pour atteindre des cibles navales avec une précision mortelle. Bien que son moteur Wright 1820 de 1200 chevaux ne le rendait pas le plus rapide, sa capacité à encaisser des dégâts et à continuer de voler en a fait un allié fiable au combat. Et c'est ce que nous allons découvrir dans une nouvelle vidéo de l'Aéropédia de Mundo de Aviation. Le travail de conception du Northrop BT-1 a commencé en 1935. 2 ans plus tard, la Northrop Corporation a été absorbée par Douglas et les projets en cours de l'ancienne société ont continué sous le nom de Douglas Aircraft Corporation. Le Northrop BT-2 a été développé à partir du BT-1 grâce à des modifications ordonnées par les forces en novembre 1937 et il a servi de base au SBD qui est entré en service pour la première fois au milieu de 1937. Le célèbre concepteur Ed Heinemann a dirigé une équipe pour construire cet appareil avec un moteur Wright Cyclone de 1000 chevaux. La marine ainsi que le corps des Marines des États-Unis avaient repassé des commandes pour le nouveau bombardier en piqué désigné SBD-1 et SBD-2. Ce dernier avait une plus grande capacité de carburant et un armement différent. Chose peu courante pour les porte-avions, on n'a pas choisi des ailes repliables pour ce modèle, mais on a privilégié la résistance structurelle. Le SBD-1 a été remis au corps des Marines à la fin de 1940 et le SBD-2 à la marine au début de 1941, remplaçant les escadrons des anciens biplans SBU Corsair et Curtiss SBC Helldriver sur les porte-avions américains. La version suivante fut la SBD-3 qui commença à être fabriquée au début de 1941. Elle possédait un blindage amélioré, des réservoirs auto-obturants et 4 mitrailleuses. La version la plus produite fut la SBD-5 et cette version était équipée d'un moteur de 1200 chevaux et d'un approvisionnement en munitions accrues. Plus de 2400 exemplaires ont été construits. La version finale fut la SBD-6 qui a bénéficié d'améliorations, mais sa production s'est terminée durant l'été 1944. L'aviation de l'armée de terre des États-Unis avait sa propre version, appelée A-24 Banshee. Ceux-ci manquaient de crosse d'appontage utilisée pour les atterrissages sur porte-avions et un pneu remplaçait la roue de queue solide. L'USAF a utilisé 948 des 5937 Dauntless construits au total. Des volets perforés séparés ou des freins de piqué avaient été ajoutés à ces avions pour éliminer le mouvement de la queue pendant les manœuvres de piqué. Ceci fut l'un des avions les plus importants de la guerre du Pacifique, coulant plus de navires ennemis dans le Pacifique que tout autre bombardier allié. Les Dauntless de la marine et du corps des Marines des États-Unis ont vu leur première action à Pearl Harbor, lorsque la plupart d'entre eux ont été détruits au sol. Mais la première utilisation importante de cet appareil au combat eut lieu lors de la bataille de la mer de Corail, où les SBD et les TBD Devastator ont coulé le porte-avions léger japonais Joho et endommagé le porte-avions Shokaku. Son armement relativement lourd, avec 2 mitrailleuses Browning M2 tirant vers l'avant et 1 ou 2 mitrailleuses à l'arrière, s'est avéré efficace contre les chasseurs japonais de construction légère. La contribution la plus importante du SBD Dauntless à l'effort de guerre américain eut lieu lors de la bataille de Midway au début du mois de juin 1942. 4 escadrons de ces bombardiers en piqué de la marine attaquèrent et coulèrent ou endommagèrent fatalement les 4 porte-avions de la flotte japonaise présents en rendant 3 inutilisables en seulement 6 minutes.
Ceux du corps des Marines ne furent pas aussi efficaces, car les pilotes n'étaient pas entraînés aux tactiques de bombardement en piqué avec leur nouveau Dauntless et utilisaient la technique de bombardement conventionnelle en vol horizontal, ce qui les rendait très vulnérables aux chasseurs japonais. Ils ont également joué des rôles importants lors des campagnes de Guadalcanal et, du côté de l'Atlantique, lors de l'opération Torch, le débarquement allié en Afrique du Nord en novembre 1942. L'année suivante, lors de l'opération Leader, les SBD firent leurs débuts européens en attaquant des navires allemands près de la Norvège. Le dernier affrontement avec ces appareils eut lieu lors de la bataille de la mer des Philippines en juin 1944. Une attaque à longue portée fut menée contre la flotte japonaise en retraite, mais elle eut lieu au-delà de la limite du rayon d'action de l'appareil. Cet escadron eut environ 20 minutes de lumière du jour au-dessus de ses objectifs avant de tenter le long retour dans l'obscurité. Sur les 215 avions seulement, 115 sont revenus, 20 ont été perdus lors de l'action ennemie pendant l'attaque, et 80 ont été perdus au fur et à mesure que, un par un, ils épuisaient leur carburant et devaient amérir d'urgence en mer. Le premier Dauntless de série à entrer en action fut le SBD-3, qui a été fabriqué pour l'aviation navale française. La marine française avait commandé un total de 174 unités, mais avec la chute de la France au printemps 1940, ce lot de production a été détourné vers la marine américaine. Ce n'est qu'en 1944 que la France libre a pu recevoir environ 80 unités. Ils furent les derniers à entrer en combat pendant la guerre d'Indochine, volant depuis le porte-avions français l'Arromanche. Il s'agissait d'un modèle monomoteur à aile basse. Il avait un poids maximal au décollage de 4854 kg et une autonomie de 1244 km avec les réservoirs de carburant internes. Sa vitesse maximale était de 410 km/h et il disposait de 3 points d'ancrage pour transporter jusqu'à 1011 kg d'armement, ainsi que 4 mitrailleuses. En plus du service américain, ces appareils sont entrés en combat contre l'armée et la marine japonaise avec la Royal New Zealand Air Force, qui les a utilisés au combat dans le Pacifique Sud. Après la guerre, d'autres pays l'ont utilisé en plus petit nombre, comme le Chili qui a eu la version A-24B Banshee et le Mexique, qui a été le dernier opérateur au monde de cet avion et l'a retiré en 1959. En 1944, la marine des États-Unis avait commencé à le remplacer par le plus puissant SB-2C Helldiver. Peux-tu imaginer avoir en un seul endroit toute l'histoire et l'évolution des aéronefs avec des données techniques détaillées, un contexte historique et des modèles qui ont marqué une époque ? Aujourd'hui, dans Mundo de Aviation, je souhaite te présenter Aéropédia, la grande encyclopédie de l'aviation dont le premier fascicule est déjà disponible. J'ai toujours rêvé, depuis tout petit, alors que je lisais des magazines et des livres aéronautiques, d'avoir ma propre Aéropédia, et je voulais la partager avec vous. Après des années de recherche et de partage de l'histoire de l'aviation sur cette chaîne, j'ai décidé de créer un support qui ne soit pas seulement à regarder, mais aussi à lire, à consulter et à collectionner. Cette encyclopédie numérique rassemble aussi bien les avions les plus emblématiques que ceux qui ont joué un rôle clé dans l'histoire, mais qui sont moins connus. Chaque fascicule est conçu pour que tu aies une information plus complète sur l'histoire et le développement de chaque aéronef. Des détails techniques précis expliqués de manière simple, comme je le fais dans les vidéos, avec des photos et des graphiques exclusifs, ce que nous avons vu dans les vidéos d'Aéropédia. Les 2 premiers chapitres sont disponibles, mais ce n'est que le début. Maintenant, le plus important, comment peut-on l'obtenir ? Vous pouvez l'obtenir facilement, il suffit de cliquer sur le lien dans la description ou dans le commentaire épinglé. Pendant les premiers jours, seulement les premiers jours, il sera à un prix promotionnel, ce n'est que la première étape. Pour que la collection grandisse et que plus d'avions soient abordés dans les prochains fascicules, soutenez dès maintenant, indiquez en commentaire les modèles souhaités.
N'oubliez pas de partager cette vidéo avec d'autres passionnés d'aviation qui aimeraient avoir ces fascicules, car ensemble, nous allons créer une encyclopédie qui touchera de plus en plus de personnes. Je vends ces chapitres car leur création demande beaucoup de temps et de recherche, et cela me permet aussi de financer des voyages pour visiter des musées aéronautiques ou assister à des meetings aériens à travers le monde, pour vous les montrer et continuer à produire un contenu toujours plus riche et de meilleure qualité. N'oubliez pas que cela soutient la chaîne et me permet de créer du contenu de qualité autour des avions pour vous montrer des détails que personne ne montre sur YouTube. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis Marcos et voici l'Aéropédia de Mundo de Aviation.